3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est avec nous, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gottsman de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la Cité. Et Vincent Lecartier avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Commençons évidemment avec... Alors, je disais le stress géopolitique. Quand vous regardez les marchés, on parle là évidemment des marchés et de l'économie, Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de stress lié à la situation ukrainienne aujourd'hui ? Il n'est pas si fort que ça. On est tendu sur les marchés d'actions parce que quand on regarde le VIX, donc la volatilité de l'indice américain, on est autour de 30, donc on est sur un vrai pic. Par contre, quand je regarde d'autres indicateurs, l'or à 1900 ne bronche pas. Une séance comme hier et de nouveau aujourd'hui sur les marchés obligataires, on a une tension obligataire et non pas une détente obligataire, alors qu'on pourrait s'attendre logiquement à l'inverse, et on est toujours 50 points de base au-dessus des niveaux de fin d'année. Donc en clair, les marchés obligataires ne sont absolument pas un refuge, l'or n'est pas un refuge. Quand je regarde sur les marchés des devises, yen, qui traditionnellement fonctionne pas mal, le franc suisse, le dollar américain, ou si on se dit qu'il y a une problématique matière première, le dollar canadien, grosso modo, on est à plus ou moins 1% depuis le début de l'année. Donc, il y a zéro mouvement sur les devises. Donc, il y a quelque chose qui se passe effectivement sur les actions, mais c'est pas ultra violent, et de faire, je dirais, on va dire autour de 5 à 10% de baisse sur les marchés d'actions après l'ampleur de hausse qu'on a eue l'année dernière, il n'y a rien de choquant. Donc on voit des choses se matérialiser sur les actifs russes, ça oui. Le rouble perd 5%, 10% par rapport à son plus haut, et la bourse russe perd 20%. 25% si on retraite de la devise. Ouais. Donc oui, il y a quelque chose spécifique russe, mais sinon pour le reste, c'est plus de la rotation sectorielle, valeur, mais les indices, je trouve qu'ils se comportent plutôt bien. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme enseignement, sauf à ce que Vladimir Poutine aille jusqu'à Kiev ? Si on s'en tient à l'annexion de deux régions séparatistes pro-russes dans le Donbass, le marché nous dit que ça n'aura pas d'impact. De toute façon, on sait déjà que les Occidentaux ne vont pas bouger. Ils l'ont déjà dit. Donc on va mettre en place éventuellement un certain nombre de sanctions avec une certaine granularité, une intensification au fur et à mesure des développements. Mais on sait très bien qu'il n'y aura pas d'intervention militaire. Donc ça ira pas très loin. Donc je pense que historiquement, quand on regarde, j'ai vu un beau tableau passer là-dessus sur les mouvements de la bourse américaine depuis Pearl Harbor. Donc il y avait une vingtaine de gros accidents. Première journée... On parle d'accidents géopolitiques, hein, c'est ça ? Oui, bien sûr. Première journée, -1. Baisse maximale sur les accidents, c'est -6. 20 jours de baisse, 50 jours de hausse. Pour effacer complètement le mouvement. Autrement dit, historiquement, la bourse a plutôt en mémoire qu'on a des comportements en V, et d'une certaine manière, avec un peu de chance, le V est prononcé parce que beaucoup de liquidités sont disponibles aujourd'hui. On a eu 150-160 milliards de souscriptions sur les marchés d'actions en moins de 2 mois. Donc c'est absolument colossal. Et il est évident que tout ça n'a pas déjà été investi. Donc d'une certaine manière, pour moi, c'est clair que beaucoup de gestions espèrent une baisse prononcée pour pouvoir rentrer. Bon, c'était peut-être le cas déjà ce matin. Exactement. Après l'ouverture. Exactement, -2. On voit effectivement les marchés en Europe qui sont revenus à l'équilibre. Bon, c'est un sujet géopolitique majeur, c'est un sujet politique, ça engage l'Europe, les Occidentaux face à la Russie, etc. Nicolas, donc tout ça appelle sans doute des commentaires, mais sur le plan des marchés, la situation est déjà traitée, entre guillemets ? Pour le moment, oui. En fait, je pense qu'il y a quand même... Enfin, l'effet principal, évidemment, c'est les matières premières, avec le gaz et le pétrole. La problématique, c'est de voir aussi d'où on part. Si je regarde les prix du gaz, on a déjà fait x5. On ne va pas refaire encore une fois x5. Donc les impacts sur les indices d'inflation, on va les avoir pendant encore un moment. Ça va être volatile, très bien, mais on ne va pas avoir la hausse qu'on a connue depuis un an. On ne va pas la reconnaître une deuxième fois. Même chose sur le pétrole. On part quand même des niveaux extrêmement bas. On est quasiment à 100 aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pas un décollage substantiel pour le moment. Et d'un autre côté, même si on regarde les choses peut-être un peu plus loin, la décision aujourd'hui des Allemands, notamment
pas faire une croix, parce qu'on verra, mais en tout cas faire une croix temporaire, en tout cas sur Nord Stream 2, ça montre qu'il y a une volonté, je pense, réelle de la part des Européens de vouloir éventuellement diversifier un peu leurs risques en termes d'apport énergétique. Donc on voit qu'il y a aussi, notamment la saison aussi, on voit que finalement il fait moins froid que prévu, qu'on est en train de sortir de l'hiver et tout ça. Donc on va dire les besoins en gaz vont sans doute un peu se réduire un petit peu. Et d'un autre côté, en fait, on peut aussi se dire que si jamais l'Europe commence à essayer de diversifier un peu ses positions, d'importer plus de LNG, notamment du côté américain, du côté du Qatar par exemple, de diversifier également ses approvisionnements du point de vue pétrole, on peut avoir une sécurité énergétique qui soit à peu près renforcée à l'avenir, justement par l'action russe. Donc ce qui est une mauvaise nouvelle pour C'est Poutine. pas aussi efficace qu'un gazoduc quand même, Non, mais voilà, c'est possible. Il y a ça, et ensuite, on peut avoir d'autres surprises aussi. On voit que c'est en train de précipiter aussi l'accord éventuel qu'on pourrait déjà avoir dès cette semaine avec les Iraniens et les Américains, ce qui pourrait effectivement permettre, ensuite on verra ce qu'il y a effectivement sur le marché. De remettre un peu de baril sur le marché. On peut même imaginer ce qui n'a pas été fait depuis le début de l'administration de Biden, c'est-à-dire qu'il prenne son téléphone et qu'il appelle MBS pour éventuellement commencer un canal de discussion avec lui. L'Arabie Saoudite. Voilà, pour l'Arabie Saoudite, pour essayer de voir s'il ne peut pas améliorer un petit peu la production également. Et on peut aussi avoir aussi une hausse de la production américaine qui puisse à peu près satisfaire la demande. Donc en fait, finalement, alors oui, c'est un stress de court terme, c'est clair. Ensuite, on ne sait pas. Je ne vais pas jouer à faire des prévisions sur ce que va faire Poutine, mais en tout cas, on voit qu'il y a une réaction qui est quand même plutôt unitaire de la part des Occidentaux, qui pour le moment est assez efficace et qui peut permettre effectivement de réduire le niveau de risque futur. Donc ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Juste un point de commentaire effectivement sur la décision d'Olaf Scholz à la mi-journée, donc de suspendre définitivement ou pas, on verra, mais la certification de Nord Stream 2, c'était pas un arbitrage évident pour l'Allemagne. Parce que ça fait longtemps qu'ils disent que Nord Stream est une question publique, enfin privée et pas publique, et donc il ne s'agit pas de le mettre dans la discussion. Maintenant c'est fait, donc c'est bien, je pense qu'il y a une pression américaine qui est quand même très forte depuis Donald Trump à l'époque, et puis l'administration Biden également. Pourtant ils avaient lâché au mois de juin dernier. Là la pression est très forte, et on voit que du coup l'Allemagne commence à réagir un peu, et je pense que c'est quand même assez salutaire aussi, même pour les Européens, parce que ça fait quand même une sorte de 10 ans d'une situation qui était ubuesque vis-à-vis de la position européenne vis-à-vis de la Russie. Peut-être qu'on est en train d'en sortir. Je pense que ça nécessite effectivement un grand changement de l'approche allemande vis-à-vis de la Russie. Peut-être que c'est l'amorce de cela, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, Léa, je ne sais pas comment vous regardez le sujet, alors, qui paraît être peut-être un peu loin des préoccupations d'un investisseur responsable, ESG, etc. Mais bon, pour des entreprises, se pose quand même la question de savoir qu'est-ce qu'on fait des business directs, indirects qu'on peut avoir avec le bloc russe aujourd'hui, par exemple. Alors d'une part, mais il y a quand même le sujet énergétique qui est fort intéressant, parce qu'on a quand même toutes ces énergies renouvelables qui sont un petit peu mises à mal là, depuis 18 mois bientôt, qui ont publié de bons résultats et qui du coup se sont renforcées dans les 10 derniers jours, et en particulier la semaine dernière, parce qu'elles sont vues comme des énergies alternatives. Donc là, quelque part, ça va dans notre sens. C'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas été le cas depuis un certain temps. En revanche, l'exposition à cette zone-là, on la traitera comme tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la réaction boursière qu'on évoquait juste à l'instant. Et je suis assez d'accord sur le fait que finalement, le marché ne stresse pas tant que ça. Alors, il y a eu une très forte volatilité quand même aujourd'hui, il ne faut pas le négliger. Mais il y a eu une anticipation, parce qu'en fait, tout s'est déroulé la semaine dernière en réalité. Et donc je crois que là, ce qui vient de se passer a été que très peu sanctionné, parce que finalement, les conclusions sont relativement limitées et il n'y aura pas véritablement de conséquences. Et ça, c'est la bonne nouvelle. En revanche, je crois, et on en avait déjà parlé avant la fin de l'année dernière, les marchés restent hauts, les marchés ont subi des grosses rotations, et les marchés ont besoin de quelque chose pour souffler. Donc on voit bien que ça a frémi autour de cet enjeu géopolitique, ça suffit pas. Il y aura probablement d'autres éléments externes qui viendront faire bouger les marchés, et c'est ce que beaucoup d'investisseurs attendent. On n'a pas assez soufflé encore. Malheureusement, je ne pense pas. En tout cas, pas dans tous les secteurs. Oui, c'est ça. Oui. Il faut regarder peut-être avec un peu de discrimination, mais cette séquence de normalisation des multiples, comme on dit pudiquement, Vincent, elle en est où pour vous entre un compartiment des côtés value qui a été quand même bien racheté, notamment à travers le mois de janvier, des valeurs de forte croissance, forte visibilité, forte duration, qui ont quand même redonné un petit peu de leurs multiples stratosphériques. Est-ce que ça semble suffisant, ou est-ce que non, cette séquence de normalisation doit encore pouvoir se poursuivre ?
Ça nous amène aux politiques monétaires derrière. Oui, bien sûr. Donc la détente des valorisations sur les valeurs de croissance, pour moi, elle s'explique évidemment par la problématique d'une remontée des taux d'intérêt, d'une inflexion des politiques monétaires. Quand je regarde en fin d'année dernière, les hypothèses de remontée de taux d'intérêt étaient déjà dans le marché, ça n'a pas empêché les valeurs de croissance de monter. Ce qui a fait bloquer les choses, selon moi, c'est dès lors qu'on a commencé à parler d'infléchir la taille du bilan. Là, le marché n'a pas aimé. Donc j'ai l'impression que le marché attend très probablement d'avoir plus d'informations sur les modalités de réduction de la taille du bilan pour éventuellement racheter ces dossiers-là. Les valeurs value, je pense qu'elles ont bénéficié d'une réouverture de nos économies, le Covid qui commence à s'estomper, ou en tout cas qui est moins dans les esprits. Donc on rééquilibre les portefeuilles qui étaient complètement déstructurés auparavant, et on revient du coup sur les valeurs pas chères et cycliques. Le seul problème, c'est que dans un an, le cycle, de toute façon, il aura ralenti, puisqu'on reviendra grosso modo à un rythme de croissance d'avant Covid, et que l'inflation, grosso modo, sera elle aussi à peu près au niveau d'avant Covid. Donc on est dans une situation où, pour moi, on achète aujourd'hui une perspective de réouverture de l'économie, mais avec en réalité un blocage qui va se faire dès l'année prochaine. Donc il y a peut-être une fenêtre de encore 2-3 mois, disons jusqu'à l'été, où il y a peut-être encore une fiesta sur les values et les cycliques. Mais je pense que ça va s'arrêter assez vite, et probablement à cet horizon, parce que vous serez tenté de prendre des bénéfices. Et à l'inverse, sur les valeurs de croissance, si effectivement on a une bien meilleure visibilité sur les modalités d'intervention des banques centrales, il est pour moi très probable qu'on va de nouveau s'intéresser aux valeurs de croissance. Donc la rotation, si je la joue au plus court, c'est dès le mois de mars, avec les banques centrales qui nous dévoilent les choses. Si je suis au plus long, c'est à l'été où on commence à refaire les rotations. Mais vous dites, au final, ça restera une parenthèse au final, dans la grande histoire des marchés. Au final, de toute façon, on est dans une situation... Pas un changement de régime durable du marché. Non, on est dans une situation de taux d'intérêt réel négatif, aujourd'hui, et profondément négatif. Donc, quel est l'intérêt d'aller placer son argent sur des obligations, sauf à ce que vous ayez des contraintes d'investissement. Donc, si vous voulez chercher une performance positive, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé d'aller soit sur des produits de commodities, enfin de matières premières, parce que là, vous avez une protection contre l'inflation qui est en théorie très directe, soit sur les actions, parce que là, vous essayez de repasser des hausses de prix à vos clients, ou vous essayez de contenir vos structures de coûts pour, au bout du compte, maintenir vos marges. Donc, il y a pour moi une évidence, actions et commodities, vous êtes obligé d'être investi sur ces deux classes d'actifs. Léa ? Non, j'allais rebondir sur effectivement cette opposition value-croissance, parce que je rejoins ce qui vient d'être dit sur un point, c'est-à-dire qu'on vient de passer la période de résultats qui a été globalement excellente, et y compris pour ces fameuses valeurs de croissance qui souffrent beaucoup. Et là, clairement, on voit des niveaux de valorisation qui, alors je ne vais pas dire qu'ils reviennent à la normale, mais qui recommencent à être quand même attractifs. Il ne faut pas les oublier. Elles ont toutes un très bon pricing power, elles ont toutes démontré une capacité à passer des hausses de prix excellentes. Il n'y a absolument aucune raison de les délaisser, parce que tout va bien en réalité, en tout cas du point de vue microéconomique. En revanche, il y a quand même une thématique qui a été abordée et qui l'est de plus en plus, c'est ces passations de hausses de prix depuis l'année dernière successives qui se font sans difficulté, mais au bout de la chaîne, il y a quand même le consommateur final. Et je vois Michelin qui a multiplié par quasiment 30% le prix de son pneu. Et puis si je prends toute la chaîne de valeur d'une auto, à un moment, le consommateur final, dans tous les secteurs, il va falloir aussi que lui, il ait une forme d'inflation dans ses salaires pour pouvoir répondre à ces hausses de prix. Et ça va être ça, à mon avis, le vrai sujet. Mais c'est ça, il faut qu'on laisse chauffer la hausse des salaires pour compenser justement les hausses de prix qui sont passées par les entreprises. Absolument, parce qu'elles ont été toutes acceptées sans difficulté pour l'instant. Bon, ça nous amène donc aux banques centrales. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut commencer à parler de la Fed d'abord ou de la BCE, Nicolas, aujourd'hui ? Peut-être parler de la BCE avec parce qu'on a eu aujourd'hui, parce qu'on attendait de façon impatiente, on avait les chiffres du troisième trimestre sur les salaires européens. Alors on était à 1,35% au troisième trimestre, c'est-à-dire qu'on était au plus bas depuis le début de l'existence de la zone euro. Donc c'est la série des salaires négociés suivie par la Banque Centrale Européenne. Exactement. Et donc on attendait avec impatience le chiffre du T4, parce qu'il y avait beaucoup de banquiers centraux qui s'alarmaient de la situation. Alors on est sorti à 1,51%, donc c'est effectivement absolument le drame en zone euro. On a absolument pas de croissance des salaires
qui soit vraiment forte. Si je fais une comparaison avec les États-Unis, les 3 indicateurs qu'on a aux États-Unis, ils sont entre 4 et 5,5%, et donc en zone euro, on est à 1,51. Donc on peut dire qu'il y a un décalage qui est un petit peu substantiel. Et donc le niveau d'alarme qu'on peut avoir aujourd'hui à la BCE me semble effectivement tout à fait hors de propos par rapport à la situation. Et en tout cas, on l'a dit déjà avant avec les situations russes, les questions de gaz, on a effectivement une inflation en Europe qui est la conséquence de l'énergie et pas du tout une question de surchauffe de l'économie européenne. On le voit dans les chiffres aujourd'hui. Et pourtant, maintenant, la BCE s'est engagée dans une voie qui me semble un peu hasardeuse sur ce plan-là. Donc, comment vous expliquez le virage politique en matière de communication, notamment de la Banque Centrale Européenne depuis le 3 février, pour essayer d'être un peu équilibré, en tout cas, est-ce que la BCE a raison d'imaginer que, quand bien même les salaires sont à 1,5% de progression aujourd'hui, tous les éléments sont en place pour avoir une croissance qui pourrait atteindre peut-être 3% d'ici la fin de l'année, qui n'est pas le chiffre magique, mais qui est quand même un chiffre clé important, cité par des officiels type Philippe Lane. Et est-ce que c'est prendre, oui, un risque démesuré de s'avancer sur cette voie avant d'avoir vu le smoking gun de 3% de hausse des salaires? Déjà avant ça, la BCE elle avait donné des règles assez strictes en fait, à une politique justement de levée de taux, et elle avait notamment une des conditions, c'était d'avoir 2% d'inflation sur le spectre d'horizon, enfin la totalité du spectre d'horizon qu'ils avaient devant eux. Si je regarde les derniers chiffres de la BCE, ils prévoient une inflation pour 2023 à 1,8 et qui termine l'année à 1,7. Si je regarde les prévisions qui ont été faites la semaine dernière quand même, enfin par la Commission européenne, on est à 1,7 également. Donc en fait, on est toujours dans la même situation que, on va dire, avant la crise du Covid, c'est-à-dire toujours avec une inflation qui est 1,7 en moyenne à peu près en zone euro. Et du coup, ça ne correspond pas en fait à cette volonté d'avoir une inflation symétriquement autour de 2%. C'est là où on a vu la semaine dernière justement la levée d'options sur ce qu'on appelle l'OOH, c'est-à-dire l'intégration dans l'indice des prix de l'immobilier en Europe. Et en fait, par magie, en ce moment, en fait, cet indice-là permet de rajouter 0,3 points d'inflation, c'est-à-dire qu'on revient à 2%. Et ce qui fait qu'en fait, on a en repondérant donc le poids du logement à travers les loyers implicites, etc. Enfin, il y a un peu de technique, mais ça augmente le poids de l'immobilier dans les indices d'inflation européens. C'est ça. Et donc, ça nous ferait une revue stratégique donc, qui a été menée en juillet dernier, dont le but était de faire passer l'inflation qui était avant 1,7 à 2%. On disait maintenant, on va cibler 2 au lieu de 1,7. Sauf qu'en fait, comme on change la mesure, en fait, on passe de 1,7 à 2. C'est-à-dire que ça neutralise totalement ce qui a été décidé l'année dernière. Donc, on y arrivera en modifiant la mesure d'inflation plus qu'en agissant sur le plan de la politique monétaire. Exactement. Et donc ça neutralise la situation. Et du coup, les annonces qui ont été faites quand même quasiment depuis 2 ans, en tout cas sur la volonté de recalibrer la politique monétaire européenne, et notamment les annonces qui ont été faites en décembre dernier, c'est quand même pas très très vieux. Aujourd'hui, ils sont à risque, et ça donne aussi, je pense, un niveau, pas de volatilité, mais d'incertitude dans le marché, alors qu'ils ont tout fait jusqu'à présent pour essayer de donner justement, on va dire, des objectifs relativement clairs au marché pour pouvoir savoir où on allait. Et on a une décision, en tout cas un langage qui a été utilisé au mois de février, qui était totalement désordonné par rapport à ce qui avait été annoncé précédemment. Donc effectivement, il y a un haut niveau d'incertitude pour ce qui va se passer au mois de mars, et ça donne effectivement l'impression que ce qui a été décidé, en tout cas ce qui est en train de se décider, est plus politique qu'économique. Et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'on sait que la Fed réagit à des indicateurs qui sont purement économiques. Là, on a plutôt l'impression de voir au sein de la BCE plutôt un rapport de force politique qui est en train de se mettre en place. Et ça, c'est véritablement problématique. On sait également que l'arrivée de Nagel au sein de la Bundesbank a aussi un peu changé les choses. C'est-à-dire que les Allemands sont en train d'essayer de créer une majorité en gros pour contrer le mouvement qui est considéré comme trop dovish au sein de la BCE. Et vu le fonctionnement interne de la BCE qui donne plus de poids aux banques centrales nationales qu'au board lui-même, à l'inverse de ce qui se passe à la Fed, ça donne un poids plus politique à l'ensemble que ce qu'on devrait avoir. Et ce qui est assez curieux, c'est que finalement l'Europe, on l'accuse tout le temps de technocratie. Là, pour le coup, il y a plus de poids politique que de poids technocratique dans cette. Vous dites que la BCE est plus politisée aujourd'hui que ne l'est la Fed. De fait, par la structure du vote, elle l'est. Je comprends. Oui. Est-ce que la BCE post-Draghi, et on voit bien que l'héritage Draghi là est consommé désormais, pour dire les choses, Vincent, est-ce que la BCE post-Draghi vous inquiète? Vous avez vécu, comme d'autres, alors ce qui, ex-post, ont été des erreurs de politique monétaire importantes. 2008, 2011, des périodes pure coïncidence, à chaque fois où le niveau du pétrole était à $100 ou plus, en euros, $80. C'était les niveaux sur lesquels on a tapé en 2011, 2 fois.
du côté de la BCE. La BCE a une mission et pas deux. Donc c'est tout. Sa mission, c'est de surveiller l'inflation. Donc dès qu'elle voit l'inflation s'affoler un petit peu trop, quel que soit le motif, elle sort le revolver. Oui, mais alors, est-ce qu'on la voit, l'inflation? Non, mais j'ai pas dit. Est-ce que la vraie inflation, on la voit? J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai dit qu'il y a une mécanique de réaction un peu automatique et on a une Allemagne qui est très présente au sein du board avec un passé anti-inflation qui est extrêmement fort. Voilà. Donc je pense qu'il faut assumer le fait qu'on a une institution qui n'est pas la Fed et qui du coup a tendance à surréagir dès qu'elle voit l'inflation apparaître. Je pense qu'aussi une des raisons pour lesquelles la BCE a peut-être commencé à réagir, c'est le comportement, le dérapage de l'euro par rapport au dollar. Parce que sur toute l'année dernière, il y a quand même eu vraiment un gros mouvement de réappréciation du dollar par rapport à l'euro. Ouais. Et quand on achète son pétrole et autres, quand les factures viennent en dollars, on les paye quand même 10% plus cher ou 15% plus cher que l'année d'avant. Donc ça fait quand même une inflation importée, l'air de rien, qui peut inquiéter la BCE en plus des problématiques salariales habituelles. Donc je pense que la BCE, de toute façon, était un peu isolée. C'était une des dernières à dire mais non, c'est transitoire, c'est transitoire. Donc mon point de vue personnel, c'est qu'elle a probablement tort, mais que de toute façon... C'est transitoire ? Elle a probablement tort si elle veut remonter ses taux d'intérêt comme elle risque très, très évidemment de le faire. Mais de toute façon, d'une certaine manière, même si on augmente de 50 points de base les taux d'intérêt, c'est pas très grave et ça aura des conséquences 9 mois plus tard. Autrement dit, une fois encore, quand de toute façon la croissance va ralentir, donc elle va devoir s'arrêter très vite. Donc pour moi, c'est pas très très grave. Voilà. On peut se permettre quelques petites erreurs. Une petite comme ça, c'est pas forcément très. Non mais c'est pas très grave. C'est pas très grave si tout le monde fait la même en même temps. Pour moi, ce qui était grave sur les fois précédentes, c'est qu'on était à contre-courant, on le faisait vraiment à l'envers. Là, c'est pas très grave parce que de toute façon, toutes les banques centrales sont toutes dans la même dynamique. Donc, si on fait une erreur comme les autres, d'une certaine manière, elle sera moins pénalisée, on sera moins montré du doigt comme étant le vilain petit canard. Même la Banque d'Angleterre n'avait pas aligné 2 hausses de taux lorsque la BCE avait tapé 2 fois encore à l'été 2011. Je ne sais pas, là aussi, ce que ça vous inspire, Léa, mais bon, retrouver une banque centrale européenne plus proche du régime Trichet que du régime Draghi, ça fait bizarre. Enfin, je veux dire, ça ne nous rajeunit pas. Et puis, non, mais on s'était quand même... on a ancré beaucoup de choses sous l'ère Mario Draghi. Hein. Le whatever it takes, on gère les spreads, etc. Effectivement, si demain l'inflation est à 2%, le mandat revient à gérer l'inflation et non plus les spreads, la fragmentation, etc. Quoi. Et c'est ce qu'on attend tous, et c'est ce qu'on a tous en ligne de mire, parce que ce niveau de 2% d'inflation qui a été largement annoncé par les États-Unis, largement dépassé, c'est celui qu'on est censé voir de manière normale. Et effectivement, ça se profile de cette manière-là. Par contre, là où je suis un peu moins d'accord, c'est qu'on a quand même été en retard. On va tous dans le même sens, mais on a quand même été en retard. Et là, j'ai l'impression qu'on rattrape un petit peu ce retard. Force est de constater qu'il y a quand même de l'inflation. Et effectivement, la Fed a largement annoncé en fin d'année dernière que ça y est, elle était structurelle. Nous, on a encore pensé que ce n'était pas le cas. Et on est dans une économie mondialisée, il ne faut pas l'oublier. Et donc, toute cette inflation qui nous arrive de partout dans le monde, à commencer par les matières premières, mais tout le reste, le transport... Donc, c'est global. Donc, c'est un phénomène global. Exactement. Et l'inflation endogène. Bah oui. Je pense en tout cas qu'on est là clairement dans une économie mondialisée. On l'a vu à travers la dispersion de l'épidémie, on le voit à travers l'inflation de tous les coups, quasiment. Bon, est-ce que la BCE est déjà prisonnière d'une séquence? Si on peut répondre à ça, Nicolas. Et puis sur la Fed, alors là aussi, il s'est déjà passé beaucoup de choses depuis la dernière fois qu'on a discuté. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur la manière d'entamer déjà le cycle de resserrement monétaire et du signal qu'on va vouloir envoyer, que la Fed va vouloir envoyer en mars prochain? Bon, là, sur la Fed, ça devient intéressant parce qu'on arrive à des niveaux aussi de réflexion technique qui sont, je pense, vraiment intéressants. Donc le fait qu'ils vont rehausser les taux, ça c'est à peu près sûr maintenant, donc de 25 points de base au moins, mais a priori 25 points de base pour le mois de mars. Et ce qui est intéressant, c'est toute la discussion que les gouverneurs ont, on va dire, depuis un mois et demi, sur en gros, soit on va resserrer la politique monétaire au travers de la hausse des taux, soit au travers de la réduction de la taille du bilan. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, dans ce débat, c'est en fait de voir l'impact que ça a sur la courbe des taux. C'est que si on passe par la hausse des taux, on va faire monter les taux courts, et avec
un risque, comme on l'a vu la dernière fois lorsqu'ils ont fait ceci, enfin comme souvent d'ailleurs, c'est qu'on a un risque d'aplatissement ou d'inversion de la courbe des taux. À l'inverse, si on agit au travers de la réduction de la taille du bilan, on a un effet qui est plutôt haussier sur les taux longs et sans avoir besoin, tout en resserrant en même temps, de hausser les taux courts. Donc là, on risque moins d'inverser la courbe. Et ça, je pense que du point de vue de la Fed, il y a une réelle volonté, en tout cas, de faire attention à éviter cette inversion. Ensuite, il est probable que, c'est quand même possible qu'on l'obtienne, qu'on l'ait, mais en tout cas de travailler au maximum sur la courbe au travers de la réduction du taille bilan pour essayer de faire en sorte que justement ce resserrement de la politique monétaire se fasse le plus harmonieusement possible, c'est-à-dire sans affecter trop justement sans provoquer trop cette inversion de courbe. Ouais. Et ça peut être intéressant de voir comment ils vont calibrer ça. Donc l'idée que Jérôme Powell a défendue, qui était de dire à la réunion de fin janvier que l'outil du bilan ne serait que secondaire dans la conduite du resserrement de la politique monétaire, cette idée-là, elle est discutable. Enfin, elle peut être encore... je pense que c'est justement remise en question. Voilà, c'est un sujet qui est vraiment en discussion. Il y a eu un rapport de la Fed de Kansas City justement sur cette question-là, qui montrait justement que si jamais ils arrivaient à resserrer au travers de la réduction du taille du bilan et pas forcément au travers de la hausse des taux, on a quelque chose qui est plus propre en sortie. Donc c'est plutôt bien, ça permettrait à la Fed, on va dire, d'agir plus par la réduction du taille du bilan et d'avoir moins besoin de lever les taux, ce qui veut dire a priori qu'il est possible que notamment certaines prévisions de 8, 9, je ne sais pas combien de hausses de taux qui sont prévues d'ici la fin de l'année, soient plutôt revues à la baisse et qu'on ait une action qui soit peut-être un peu plus prononcée au travail de la réduction du taille du bilan, ce qui permettrait d'avoir encore une fois une hausse des taux courts bien, mais aussi une hausse des taux longs sans provoquer d'inversion de la courbe des taux, qui a été vraiment un problème lors de la première initiative qu'ils avaient pris lors de la dernière décennie. Ouais. Non, mais là, ça rejoint le point que vous évoquiez tout à l'heure, Vincent. C'est deux histoires différentes pour le marché. De toute façon, il y a trop de cash. Non, mais on le voit. On le voit au travers des opérations de reverse repo, donc les opérations de rétrocession de l'excès milliards. On est à 1600 milliards. 1600 milliards déposés chaque soir. Donc il y a évidemment trop de cash. Et quand on regarde la taille donc il y a une vraie problématique immobilière aux États-Unis, clairement, sur les prix de l'immobilier qui sont beaucoup trop soutenus. Et c'est pareil, quand on regarde la taille des MBS, donc les crédits hypothécaires, au sein du bilan de la Fed, c'est beaucoup trop important. Donc il y a de toute évidence dans la structure du bilan de la Fed quelque chose qui ne va pas. Au moins deux choses qui ne vont pas. Il y a trop de cash et il y a trop d'immobilier. Donc il y a un nettoyage à faire. Et ça n'empêcherait même pas de rester détenteur des obligations d'État américaines. De toute façon, les obligations d'État américaines, il y aura moins d'émissions parce que Biden n'a pas réussi à faire passer autant de soutien budgétaire que ce qu'il pouvait espérer. Donc, le déséquilibre sur le marché obligataire américain, je pense qu'il n'est pas très inquiétant, avec grosso modo 2% de rendement sur le 10 ans américain. De toute façon, vous attirez déjà les investisseurs internationaux. Donc. Bon. Le mois de mars sera critique de ce point de vue-là. Alors, 2 mars, première estimation de l'inflation en zone euro pour l'inflation, en l'occurrence. 10 mars, réunion de la BCE. Sommet normalement consacré au pacte de stabilité et de croissance. Enfin, en tout cas... Et publication du CPI. Première réflexion. Publication du CPI américain, 15 et 16 mars. Réunion de la Réserve fédérale américaine. Et après, on verra où on en est. J'en viens au sujet ESG, Léa. Alors c'est l'agence Bloomberg qui rapporte cette information ce matin. L'Union européenne est en train de finaliser, en tout cas, de proposer une loi sur les chaînes de valeur éthiques. Les entreprises sont responsables de leur chaîne de valeur, de leur chaîne de sous-traitance. Si des manquements liés aux droits de l'homme ou liés à l'environnement sont observés dans ces chaînes de valeur, les entreprises donneurs d'ordre pourront être tenues pour responsables et les victimes de ces manquements aux droits de l'homme et à l'environnement pourront, devant la justice européenne, demander des compensations. Le projet de loi cible 13 000 entreprises dans l'Union européenne, donc évidemment il y a des paliers en fonction des chiffres d'affaires, des tailles d'entreprises, etc., et 4 000 autres en dehors de l'Union européenne. Marc Carnel avait écrit en 2015 dans son discours « La tragédie des horizons », le risque juridique lié au changement climatique et à la dimension ESG deviendra un risque un jour pour les entreprises et les investisseurs. Je fais une toute petite digression, je reviens là-dessus parce que ça me fait penser au Bribery Act, en fait, anglais, l'équivalent qu'il y avait aux États-Unis sur la poursuite des entreprises pour corruption partout dans le monde à partir du moment où elles traitaient en dollars notamment.
Et là, j'ai l'impression qu'on va aller un petit peu vers la même chose, c'est-à-dire ça va être l'arme que va utiliser l'Union européenne en contrepartie de ce que fait les États-Unis, et on voit toutes les amendes qu'on a eues ces dernières années sur beaucoup d'entreprises, et notamment européennes, pour des sujets de corruption. Il y a un côté extraterritorial. Voilà, absolument, c'est là où j'en viens, exactement. Et je pense qu'on commence évidemment par l'Union européenne, comme l'avaient fait les États-Unis à l'époque, et ça va s'élargir cette histoire. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de mouvements de responsabilité élargie, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit même au niveau des États, en disant maintenant il y a un prix à payer pour des externalités qui sont négatives de toute évidence et pour lesquelles finalement vous en tant qu'entreprise vous obtenez un certain bénéfice. Je pense qu'il ne faut pas oublier tous les derniers scandales qu'il y a eu sur les 10 dernières années dans la chaîne de valeur. En effet, il y a eu le textile, là depuis on va dire quelques mois, il y a le travail des Ouïghours qui impacte tout un tas d'activités et de secteurs, et c'est vrai que ça fait grand bruit, et en fait on s'est souvent retranché. Non, ça fait pas grand bruit, Léa. Ah, alors c'est peut-être parce que moi je suis dans ma bulle. Non, mais si, ça fait grand bruit à la tribune une fois de temps en temps, mais sur le plan boursier, ça fait pas grand bruit. Alors oui, c'est de moins en moins vrai. Alors je vais prendre quand même évidemment l'exemple du moment, mais c'est pas tant pour remettre le couvert sur cette société, mais Orpea, c'est quand même le premier exemple d'une décorrélation totale. Oui, là, c'est un blast médiatique. Oui, non, mais je parlais du sujet des Ouïghours, par exemple, qui est un sujet persistant dans cette dimension ESG. Alors, les Ouïghours, c'est extrêmement compliqué parce que justement, il y a une chaîne de valeur qui est très large. Activision Blizzard, tous les problèmes d'harcèlement, ça leur coûte cher en bourse. Il y a quand même un tas d'entreprises en ce moment qui sont en train de faire les frais de leur réputation. Quel que soit le sujet. Les Ouïghours, il y a une liste qui est établie par une ONG et effectivement, les investisseurs prennent leurs décisions. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, il est évident qu'aujourd'hui, ces risques extra-financiers, réputationnels, peu importe comment on les appelle, ils ont un prix. Et c'est pour ça que je reviens sur Orpea, parce que très clairement, Orpea, c'est un cas où les résultats financiers sont excellents, tout va bien. Et pourtant, quand on regarde la valorisation en bourse, il y a un problème. Et le problème, il n'est pas dans les états financiers. Et donc, l'élargissement en fait, de la responsabilité d'entreprise, et on parle aussi des entreprises à mission pour ça, c'est de dire il va falloir que vous rendiez des comptes sur tous les sujets. Et sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Et sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Parce que là encore, je reviens sur c'est tenable, ça, Léa ? Moi, je pense que c'est plus que tenable. Vous savez, il y avait eu une enquête à un moment qui était très intéressante sur la réparation des réacteurs nucléaires. Et effectivement, vous aviez une chaîne de sous-traitants interminable et au bout, je vais caricaturer, quelqu'un qui vissait un boulon et on ne savait pas trop dans quelle entreprise il travaillait. Beaucoup d'entreprises qui ont voulu mettre un petit peu à plat leur chaîne d'approvisionnement ont commencé comme ça en disant je veux stopper ma chaîne de sous-traitants à 1, 2, 3 maximum parce que je veux avoir de la visibilité jusqu'au bout. Pas que pour des enjeux réputationnels, pour des enjeux opérationnels. Et on est en plein dedans, même avec ce qu'on a vécu avec la crise du Covid. Quand vous ne maîtrisez pas votre chaîne de production du début jusqu'à la fin, ça devient critique. Et il faut en passer par la formalisation d'un risque juridique pour ces entreprises. Est-ce que l'Union européenne prend un coup d'avance justement par rapport à des pays anglo-saxons où le legal est très développé sur l'ensemble des sujets? Et je pense que là, ça va de pair avec effectivement les nouvelles réglementations de la Commission européenne, taxonomie et SFDR dans nos métiers de gestion d'actifs, où on vous dit maintenant vous allez devoir rendre des comptes sur vos portefeuilles, qu'ils fassent de l'ISR, pas d'ISR, peu importe. Vous allez expliquer comment vos entreprises pénalisent l'environnement dans lequel elles agissent, sur les droits humains, sur les droits du travail, sur l'environnement et ainsi de suite, en vue d'une monétisation de ces externalités. Je ne vais pas reciter Pigou, mais c'est un peu l'idée quand même. Qu'est-ce que vous inspire? Alors, oui, le risque juridique ESG qui prend forme et qui est en passe d'être formalisé au niveau européen. Protectionnisme et relocalisation. Voilà. Pour moi, c'est assez simple. On emballe sous un terme ESG quelque chose qui est en réalité une volonté de la part des États européens de protéger de plus en plus leur population et d'essayer de créer une dynamique interne et de relocaliser un certain nombre d'activités, créer de la proximité, etc. Donc pour moi, on est en train simplement de faire à l'américaine, quelque chose pour moi d'un peu structuré. Mais au bout du compte, pour moi, les deux axes qui vont ressortir de ça, c'est du protectionnisme. Donc je pense qu'il y a pas mal d'entreprises de sous-traitants dans les pays émergents qui ont intérêt à se méfier parce que ça va être compliqué. Donc ça me donne toujours pas envie d'investir dans les pays émergents.
Ça, c'est pour l'anecdote. Au passage. Et donc, pour moi, c'est en dehors du protectionnisme, pour moi, c'est évidemment de la relocalisation. Donc, relocalisation, ça veut dire qu'il va falloir essayer, pour compenser un certain nombre de surcharges, d'informatiser, de robotiser. Enfin, il va y avoir un certain nombre de développements à faire. Donc, plutôt de créer de la valeur ajoutée et quitter les pays en voie de développement si c'est possible. Donc, je pense qu'il y a, oui, c'est une vraie stratégie pour moi. On imagine, Nicolas, stratégiquement, l'Union européenne devenir, je sais pas, une superpuissance ESG. Les États-Unis ont le dollar, ils l'ont fait payer à des banques européennes, françaises. On se souvient, l'amende de BNP à 8-9 milliards de dollars pour avoir traité en dollars justement avec des pays. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas, demain une Union européenne qui pourrait aller mettre à l'amende comme ça des entreprises non européennes sur des dimensions extra-financières? Vraiment aucune idée. Et non, vraiment, je ne sais pas quoi vous répondre là-dessus. Bon. Moi, je pense que c'est ce que vous laissez entendre. Oui, absolument. Je pense que c'est de l'idée, vraiment. Et c'est à mon avis, une forme de protectionnisme assez intelligente. Le marché n'est pas très ESG en ce moment, mais ça fait déjà un an. Non, mais ça fait. Ouais. Non, mais si on prolonge le trait, qu'on a 2 années de sous-performance des stratégies ESG. Ce serait une première dans l'histoire de l'ESG, ouais. Ouais, je vais modérer un petit peu quand même. D'accord. Je vais modérer un petit peu parce que il y a des styles dans les stratégies. Est-ce qu'il y a un risque de déception quand même fort et de frustration vis-à-vis des investisseurs qui ont joué le jeu? Oui. Alors là, il y a des réponses très très claires. C'est-à-dire que déjà l'année dernière, ça a été l'année anti-green. Et donc, ça se concentrait là-dessus, parce que moi, j'ai des stratégies effectivement green qui ont vraiment sous-performé, des stratégies plus généralistes sur le développement durable qui se sont comportées peu ou prou comme les marchés, donc c'était plutôt correct. Là, depuis le début de l'année, c'est plutôt le sujet remontée des taux qui met à mal toute la croissance-qualité, et donc effectivement, il y a un biais croissance-qualité dans ces stratégies. La bonne nouvelle, c'est que les investisseurs qui sont allés sur des stratégies à impact, qui ont des volontés réelles, que ce soit le particulier jusqu'à l'institutionnel, sont très contents de voir que les gérants ISR ne changent pas leur fusil d'épaule. Et c'est ça notre mandat. D'accord. Notre mandat, c'est un cycle. C'est maintenant que vous gagnez votre crédibilité, en fait. Eh ben oui, parce que effectivement, alors j'ai eu des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éventuellement redonner un peu de boost à ces portefeuilles? Investir dans les bancaires, le pétrole et puis l'aviation. Bon, je caricature, mais c'est un peu ça. Et ils vous disent tous, ah oui, ben non, en fait non, c'est pas ça qu'on veut. Et donc, rappelons les cycles, rappelons le cycle de vie de l'entreprise, rappelons les fondamentaux. J'aurai des entreprises dans tous ces secteurs du développement durable qui vont très mal. Je tiendrai peut-être pas ce discours. D'un point de vue microéconomique, honnêtement, tout va bien, donc je ne suis pas inquiète. En revanche, effectivement, il faut faire le dos rond, laisser passer l'orage, et puis attendre que les marchés se normalisent à nouveau. Bon, ça rejoint là aussi votre point. Enfin, on reviendra sur des dossiers de qualité, de tendance structurelle. La micro est bonne pour ces dossiers. Sur le long terme, de toute façon, c'est une tendance de fond de devoir investir sur ce type de thématique, puisque la réglementation nous y pousse. Donc de toute façon, on sait très bien qu'il y a de l'avenir. Donc c'est juste une question de valorisation qui n'est pas forcément... le curseur n'est pas bien adapté aujourd'hui. Et il y avait un phénomène d'entonnoir, pas assez de valeurs cotées et trop de capitaux qui se déversent tous en même temps sur les mêmes valeurs. Très bien. Au fur et à mesure, on va introduire de plus en plus de valeurs de ce type-là sur les marchés. D'accord. Donc on va élargir quand même l'univers d'investissement. Bien sûr. Donc c'est juste une question de temps. C'est qu'une question de temps. C'est pas un problème, ça. Et je rajouterais même que il y a de la place pour la gestion fondamentale. Il ne faut pas l'oublier, en fait. Non, mais c'est extrêmement important. Ça fait le pas, justement, et le pont avec votre prochain invité sur les notations. Il y a de la place pour la gestion fondamentale, financière, extra-financière. N'oublions pas qu'on est là pour sélectionner les meilleures entreprises. Et dans cet univers restreint qui s'élargit, il y a d'excellents véhicules à aller jouer. Nicolas, pour conclure avec vous, je reviens aux banques centrales. Parce que ça fait... Non, mais... Si l'idée de la Fed est quand même de resserrer les conditions financières, quel que soit le moyen, s'il faut monter les taux, s'il faut réduire le bilan, ou s'il faut faire baisser le marché, parce que c'est quand même ça aussi le resserrement des conditions financières. Écarter un peu les spreads, peut-être faire. On en avait déjà parlé. Je pense pas que en fait, la base du marché action pour la Fed, c'est pas forcément un problème. Non, mais quand je dis le marché, c'est pas juste le marché action, c'est ce qui se passe sur le crédit, etc. Et ça commence à bouger de ce point de vue-là. Encore une fois, pour les États-Unis, on est vraiment, on a au T4, et puis là, on va la même chose pour le prochain trimestre. On est vraiment dans une situation de boom économique qu'on n'a pas connue depuis quand même, plusieurs décennies. La croissance des salaires, on le voit à peu près partout.
dire, vraiment, l'économie américaine est vraiment très très forte aujourd'hui. On pourrait même arriver à voir cette année un chômage qui passe en dessous de 3%. Enfin, c'est vraiment, on a tout. On n'a pas vu encore le bout du boom là. Ah non, enfin, on peut vraiment y aller. Et donc, la grande nouveauté, on va dire, de la part de la Fed, et ça, ce n'est pas arrivé depuis très très longtemps, c'est qu'elle avait l'habitude d'essayer de revenir à 2% d'inflation par le bas. En gros, on part de 1 et on va doucement vers le 2. Mais là, en fait, on est à 7. On va essayer de revenir par le haut à 2%. Donc, c'est très différent. Le tout, c'est d'arriver à décélérer doucement la machine pour qu'on revienne à quelque chose d'à peu près acceptable. Et encore, je pense que c'est pas forcément 2, ce sera peut-être entre 2 et 3 finalement. Et que peut-être que 3, c'est bien aussi. Ouais. Et peut-être qu'on arrivera là. Mais le tout, c'est de le faire par le haut et pas par le bas. Et donc, du coup, on est aujourd'hui en situation de, on va dire, surpuissance de l'économie américaine. On va essayer de la remettre dans une situation qui soit juste comme il faut et pas inversement d'y aller progressivement pour essayer de faire progresser l'économie à un niveau à peu près acceptable. C'est vraiment dans l'autre sens. Et donc, il faut voir les choses de façon plus favorable. Ils ont la place pour monter les taux. Merci beaucoup. Merci à vous trois de nous avoir éclairé sur les enjeux du moment, sur ces sujets de marché, cette dimension extra-financière. Vincent Lecartier est avec nous, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, Nicolas Gottsman, responsable de la stratégie macro de la financière de la Cité, et Léa Dunan-Châtelet, directrice de l'investissement responsable de DNCA.